Oui, allô? Oui. Oui, c'est ça, Incube Radio, oui. Oui, Radio de la Jeune Création, oui. Oui, oui, c'est ouvert à tout le monde, oui. Eh bien, super. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Incube Radio. Non, on est toujours sur Incubo, on se retrouve avec Paul Ségard, donc un artiste plasticien qui est actif sur Mons depuis 2 ans, mais qui est actif depuis beaucoup plus longtemps. Donc bonjour Paul. Bonjour. Salut. Comment vas-tu? Ça roule. Ouais. Super, il fait beau. C'est cool d'être là. Trop bien. On est content que tu sois avec nous. Ouais, merci. Ça me fait. Donc, n'attendons pas plus longtemps. On va commencer par parler de ton parcours. Et donc, je vais commencer par une première question. Comme je disais, tu es actif à Mons depuis 2 ans, mais du coup, depuis combien de temps produis-tu? Ça remonte à l'adolescence. En fait, j'ai commencé. Moi, j'ai fait un bac en arts plastiques et arts appliqués. Donc, déjà, je sais pas, vers 13-14 ans, j'ai commencé les arts plastiques. Et très rapidement, j'ai fait du graffiti. Donc, au début, je peignais plus dans des usines abandonnées, genre de lieux. Ça m'attirait un peu pour le côté découverte, un peu urbaine, comme ça et tout. J'ai trouvé cool. Et après, je suis passé après, je suis passé aux études supérieures. Je suis allé m'installer sur Paris. Et là, j'ai plus commencé à peindre dans la rue et dans le métro aussi, pas mal. Donc ça, c'était un peu pour mes activités nocturnes, on va dire. Sinon, à côté de ça, moi, j'ai fait un master en graphisme, édition et images imprimées. C'était aux Arts Déco à Paris. Donc ça remonte à peu près à cette période-là. On va dire que j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans une vie créative. Ok, super. Et donc, voilà, tu nous parles de tes études. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Donc, tu as fait les arts déco, mais tu m'avais parlé d'autres études. Oui, en fait, j'ai fait les arts déco et je me suis inscrit en cours du soir à Paris 1 en philo. Donc, j'ai fait en simultané à mon master, j'ai fait une licence en philo. Et plus tard, beaucoup plus tard, en 2018, j'ai tenté de reprendre pour faire le master. J'ai commencé à écrire un mémoire et je suis pas allé jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai un M1 en philo, si tu veux, en plus de ce diplôme qui est en France, c'est l'équivalent d'un master, c'est le diplôme national des arts appliqués, en fait. Ok, très bien. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait une liaison entre du coup, les études de philo et les études d'art. Et comment toi, tu as vécu le fait d'avoir fait en cours du soir de la philosophie? Est-ce que ça a inspiré ta pratique? Est-ce que ça t'a donné envie d'exprimer sur certains sujets? Ou au contraire, est-ce que tu les as rapidement séparés en te disant que... Non, pas du tout. Vraiment, le but même de faire de la philo en simultané, c'était de faire la liaison entre les deux. En fait, moi, ça m'a permis de trouver des réponses et de me poser encore plus de questions. C'est un peu le principe de la philo, mais sur autant des sujets personnels, des sujets assez existentialistes, ou alors même des sujets plus sociétaux. En fait, et tout ça, je trouvais que c'était hyper... pour moi, ça me paraissait primordial de le lier à ma création, en fait. Donc, j'ai toujours avancé entre les deux en parallèle. Aujourd'hui, je me suis un peu plus séparé, justement, de cette vision philosophique dans mon travail pour me rapprocher plus, à la rigueur, d'une vision, je dirais, plus métaphysique, en fait, où je vais, plutôt que de me questionner sur, justement, des trucs existentialistes ou des phénomènes de société, etc. Où tu vois, où en fait l'artiste se présente un peu plus comme un journaliste et va étudier des événements comme ça, ou des questions qui ont été soulevées, des paradoxes, et voilà, qui sont des sujets qui reviennent depuis la nuit des temps presque pour beaucoup d'entre eux. Là, la vision métaphysique, en fait, il s'agit de trouver un peu plus de la poésie, je dirais. Donc, pour moi, la définition que je donne de la poésie, c'est cette volonté de trouver du beau dans tout. Et pas du beau esthétique, quoi, vraiment du beau de façon métaphysique, c'est-à-dire que cette notion de beauté existe partout. Il y a une phrase de Matisse qui dit « Il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir ». Et je trouve que voilà, elle me fait énormément sens. Et du coup, maintenant, je suis plus dans cette démarche-là. J'ai avancé par rapport à ces questions existentialistes et tout.
j'ai l'impression d'avoir fait un peu plus le tour. Aujourd'hui, j'ai plus envie de me questionner sur des choses, je dirais plus liées à l'être humain, mais de l'ordre un peu plus universel, des ressentis que tout le monde peut avoir. Donc ça peut être de l'émotionnel, du rapport au temps, des choses comme ça en fait. On sent bien cette phrase que tu as dit de Matisse, il y a des fleurs partout à celui qui peut tendre le regard. Tu as une pratique aussi qui invite aussi à voir aussi ces fleurs. J'ai vu que tu faisais beaucoup de fleurs et j'imagine que c'est en hommage un peu à cette petite phrase qui a été un peu une feuille de route en quelque sorte. C'est devenu une feuille de route. Et c'est aussi ma vision de vie en fait. Donc mon travail est en reflet à ça. Effectivement, je représente des fleurs, mais je fais aussi pas que des fleurs figurativement, quoi, tu vois. Elles sont là, mais d'une autre façon. Quoi. Je sens un peu l'essence, un peu de la beauté, ça. Un peu à travers ce côté biologique, un peu organique dans ta pratique. Et ça répond très très bien à ce que tu dis. Justement. Et qui tend aussi vers un monde assez onirique. C'est ça. Sa couleur, ses personnages. Carrément. Et puis une représentation plus sensorielle et émotionnelle aussi, tu vois. En tout cas, je suis dans une volonté il y a une volonté d'esthétique, mais il y a une volonté de ressenti et d'émotion clairement présente, qui se traduit beaucoup par la couleur. Je traduis beaucoup par l'expérience du sensible. C'est ça. Super. C'est super cool. Donc, on a déjà parlé d'un gros bloc qui est donc la philosophie est une inspiration par rapport à ton travail. Mais je voulais savoir quelles sont tes autres inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire, de quoi tu te nourris en tant que plasticien pour développer ton univers? Aujourd'hui, il s'agit plus de savoir ce dont j'ai envie de parler que ce qui m'inspire, en fait. Effectivement, je regarde et j'ai beaucoup regardé le boulot d'autres artistes. J'écoute énormément de musique, je regarde des films, je lis beaucoup. Et en fait, tout ça, c'est lié. En fait, tu vois, c'est comme le rapport entre philo et art. On pourrait appeler ça une sorte d'inspiration. C'est vraiment les thématiques que j'ai envie d'aborder dans mon travail. J'ai vu beaucoup d'expos quand j'étais à Paris. J'ai bouffé les musées parisiens pendant des années, et puis j'ai continué en voyageant et tout. Et c'est un truc qui est encore présent aujourd'hui. J'ai pas envie de dire ça m'inspire ou ceci m'inspire, mais de trouver des choses intéressantes dans tout, en fait. Et c'est une démarche de curiosité qui va faire grandir au jour le jour mon travail, quoi. Je vais pas aller voir une expo ou regarder un truc, un film, et me dire ça je pourrais m'en inspirer, ça pourrait être chouette. Me dire là ce qu'il a voulu exprimer, ce ressenti par exemple me parle, et de façon quasi inconsciente, je vais l'intégrer et en reparler dans mon travail, en fait. En fait, c'est plus de l'ordre de la justesse de la pratique d'autres artistes qui vont te toucher dans le fait qu'ils arrivent à exprimer le plus justement possible leur ressenti. C'est plus là-dedans que tu vas trouver des forces. Oui, c'est juste. Après, la justesse, elle est dans tout, en fait. Il faut juste, je dirais, pouvoir cerner quelque chose qui te parle et qui est évocateur pour toi, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais. Super. Alors, l'interview n'est pas finie, mais on va s'écouter une petite musique de fun. La musique s'appelle Quaesitum C.
Et nous voilà de retour pour l'interview de Paul Ségard. Alors, mon cher Paul, on vient de discuter à propos de la nature. Ouais. J'avais évoqué un petit instant la contemplation de la fleur. On contemple mieux la fleur à partir du moment où on comprend un peu le mécanisme de la nature pour créer cette fleur. On avait une petite discussion pendant cette petite musique qui m'a semblé intéressante à intervenir. Oui, complètement, ouais. Et donc, du coup, tu parlais de ce fait de pouvoir comprendre la nature pour mieux l'apprécier. Oui, ça c'est juste. En fait, je trouve que je vais pas vous citer du Spinoza, les gars, mais en fait, Spinoza, il explique que la nature, c'est ce qui va nous... Lui, il l'élève quasi au rang de Dieu, et en fait, il explique que c'est... Et ça, c'est un truc qui fait énormément sens en moi, c'est que la nature, en fait, elle fait le lien entre tous les êtres humains, quoi. C'est le vrai lien profond et physique entre tous les êtres humains. Et effectivement, je pense qu'on peut en parler pendant des heures, et moi, en tant qu'artiste, c'est un truc qui me fascine, c'est de voir tout le processus... d'évolution de la nature. Ça nous donne aussi voilà, quand je te parlais de choses très métaphysiques tout à l'heure, je trouve que là-dedans on y est à fond. Ça nous donne une vision de l'écoulement du temps par rapport au cycle des saisons, le cycle de la nature. Là je suis à fond là-dedans, en tout cas dans ma production en ce moment, et je trouve que moi en tant qu'artiste en ce moment j'ai envie de parler des êtres humains à travers ce rapport à la nature, en fait, quoi, parce que je trouve que en tout cas, ce que Spinoza a dit, ça me fait vraiment sens. Et je trouve que tous les ressentis des êtres humains peuvent être présents dans la nature, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant dans mon taf. Super cool, super cool. Alors, Paul, on m'a dit, enfin, je le sais que tu n'es pas seulement peintre, tu es aussi graphiste et tatoueur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les liaisons, les moments les points de croisement et aussi les moments disparates où ces pratiques se rejoignent et se séparent? Et quel est ton rapport et comment tu jongles aussi entre les trois? Comment je jongle, c'est un peu suivant mes envies, mes besoins, mes ressentis. En tout cas, j'ai fait le choix d'être artiste indépendant et de vivre de ma création. Donc, ça guide vraiment ma vie. Donc, je suis attentif à ça, à ce que j'ai envie d'exprimer et à ces ressentis pour jongler une chose à l'autre. Et je sais pas, je fais aussi de la musique, par exemple. En ce moment, je fais plus de la musique. J'ai fait du graphisme pendant longtemps parce que en fait, c'est ma formation première. Donc, j'ai bossé en agence et tout sur Paris. Et puis après, je me suis séparé de ça parce que ça me convenait pas, en fait, de bosser pour une boîte en tant que graphiste, d'être un peu un créatif comme ça à disposition, justement. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être de faire les choses comme elles viennent, en fait, et toutes ces pratiques vont se nourrir les unes des autres, en fait. Tu vois, le fait de peindre me donne me faire travailler sur la couleur, ou en tout cas à ce moment-là je vais avoir besoin de dire des choses avec de la couleur. D'autres moments je vais plus envie de tatouer, d'avoir du lien social, parce que par exemple le tatouage c'est une démarche qui est hyper différente de celle de se retrouver tout seul devant sa toile. C'est un autre support, c'est une autre façon de s'exprimer, c'est travailler en collaboration avec quelqu'un. C'est pas anodin comme collaboration. Non, c'est pas du tout anodin. Non, c'est un acte super fort et ça me touche énormément. Ouais, c'est un truc qui m'a amené à faire du tatouage, et donc au-delà du côté hyper glorifiant de savoir que les gens portent ton dessin et qu'ils le portent pour toute la vie, il y a justement cet échange qui fait partie du processus et qui est là et super beau. Les personnes viennent te voir en te disant voilà, j'ai un ressenti, parce que moi c'est comme ça que je travaille, j'essaye de demander aux gens qui m'expriment leurs ressentis et les choses dont ils ont envie de parler, et moi à partir de là de les exprimer en fait avec ma création. Donc moi je me considère pas comme tatoueur, je suis quelqu'un qui a le tatouage en plus dans sa palette d'outils de création. Je me considère pas comme tatoueur parce que je trouve que
le tatouage, c'est un artisanat avec des codes bien précis et tout. Et moi, je suis pas là-dedans. En fait, je suis même pas un bon tatoueur. En fait, je suis juste, je sais faire ce que j'ai envie de faire et ça me suffit. J'ai pas envie d'apprendre à faire d'autres choses, du traditionnel japonais, des trucs comme ça. Déjà, je me sentirais pas à ma place de faire ce genre de choses parce que c'est une sorte de... je trouve que c'est de l'appropriation culturelle et j'ai pas envie d'être dans cette démarche-là dans mon travail. Et voilà, comme exprimer mes ressentis et les partager avec quelqu'un et construire un projet avec elle, c'est la seule chose qui m'importe dans le tatou, quoi, ouais, vraiment. Après, je peins aussi pas mal dans la rue, où maintenant un peu moins de graffiti vandal et tout. J'ai fait ça pendant longtemps, maintenant je me suis un peu séparé de ça, mais je réalise des commandes de fresques. Ça, c'est un aspect, on va dire, ultra populaire de l'art que j'aime énormément, en fait, de pouvoir peindre et avoir des retours en direct des gens qui vont passer, les interactions avec mon travail. En fait, ça fait beaucoup sens aussi. Oui, puis il y a aussi une dynamique assez différente entre peindre en atelier, j'imagine, Ouais, et clairement. peindre dans la ville, et aussi peindre pour un espace fermé et peindre dans l'espace public. Espace privé, espace public, il doit y avoir quand même des notions et des choses. Est-ce que tu, par exemple, parfois tu te contrains lorsque tu peins dans l'espace public? En fait, quand je peins dans l'espace public, je suis toujours dans le cadre de commandes. Donc déjà, il y a des critères et des thématiques à respecter. À partir de là, c'est aussi chouette parce que moi, ça m'invite à les traiter avec ma vision. C'est donc, comme tu disais, c'est pas du tout la même création que quand je suis en atelier, parce qu'en atelier, je fais les choses qui me touchent et ce que j'ai envie d'exprimer à ce moment-là, je le crée sans avoir de contraintes et de demandes particulières. La seule chose que j'écoute, c'est mon envie à ce moment-là. Quand je peins dans la rue, oui, je passe par le biais de commandes. Donc là, il y a des choses et des thématiques à aborder. C'est une autre façon de faire, mais c'est aussi une chouette façon de faire parce que du coup, en fait, dans la contrainte, on est amené à utiliser des ressources créatives qu'on n'aurait peut-être pas d'instinct à utiliser. Donc ça, je trouve ça cool. Le fait de peindre en extérieur et sur comme des murs, ce qui est hyper intéressant, c'est la confrontation au format qui n'est pas la même, en fait, quoi. Tu vois, quand tu peins un mur de 10 mètres de haut sur une nacelle, c'est pas la même chose que de peindre faire une toile, même si dans l'ensemble je fais quand même que des grands formats en atelier, quoi. Il y a une implication du corps et de ma personnalité vachement plus grande et ça c'est aussi très chouette, quoi. Moi j'ai une petite question. Tu avais parlé tout à l'heure que tu avais au départ fait du graphe sauvage, comme je l'appellerais, puis à un moment donné tu as eu une sorte de transition où tu as commencé à avoir des commandes. Comment ça s'est passé, cette transition? Comment tu l'as vécu, cette transition? Parce que j'imagine que quand tu graphes sans forcément de commandes, tu as une certaine pratique quand tu le fais, c'est-à-dire que tu es à peu près dans l'illégalité, on va dire ça comme ça, donc du coup tu as une notion un peu de peur qui s'installe un peu, ou de stress, un truc dans le genre. Tu peins la nuit, et là tu es passé donc de la nuit vers le jour, où tu travailles le jour. Tu sais m'expliquer un tout petit peu cette transition qui s'est passée, comment est-ce que ça s'est passé En fait, il n'y a pas eu de transition, tu vois, genre une rupture. À un moment, j'ai décidé d'arrêter de peindre. Non, en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que vraiment, au tout début, je faisais du graffiti, mais en fait, c'était plus une quête identitaire et une quête d'appartenance. En fait, sont en soi les thématiques principales du graffiti non légal, je vais dire, qu'une volonté de création artistique. Donc oui, j'ai fait du graffiti, j'ai tagué des trains, ce genre de choses, mais au final, j'ai toujours mis là, par exemple, une distance entre ça et ma création plastique. En fait, c'est deux choses qui sont radicalement différentes. Après, ça fait entre 10 et 15 ans, je saurais plus remettre de date exactement, que je fais du graffiti comme ça, tu vois, en non légal. Mais à côté, j'ai développé une pratique où j'allais peindre dans des lieux désaffectés, où là, je savais que je pouvais passer ma journée avec
mon pot de peinture, mes brosses et tout, et bosser comme si quasiment en conditions légales. En fait, c'était juste comme en atelier, caché. quoi. Comme en atelier, Comme en atelier, mais en beaucoup plus grand, quoi. Alors, je sais que par tes différentes pratiques, tu as pas mal voyagé. Ouais. Alors, je voulais déjà que tu racontes un peu ce parcours. Et on parlait tout à l'heure d'inspiration. Est-ce que cette vie de nomade, entre guillemets, a été une source d'inspiration aussi pour toi? Je sais pas si je peux dire que c'est une source d'inspiration, mais je peux dire que ça a été un moteur, par contre. Mais là, pour le coup, je vais parler de façon très personnelle. C'est un moteur pour moi dans ma vie, en fait. La découverte, les rencontres et les échanges, c'est des choses comme ça qui me donnent une impulsion. Et donc, ça en a été une pour mon travail. Et en fait, mon travail a été un peu prétexte à ça, tu vois, à aller faire ces rencontres et ces échanges et à bouger. Et ça m'a apporté énormément, bien sûr. En fait, par exemple, par le tatou, pendant, je veux dire, 1 an et demi, 2 ans, j'ai beaucoup été bossé dans des salons à droite à gauche en Europe. J'y allais une semaine, je prenais mes rendez-vous, je tatouais. Du coup, j'étais au contact d'autres tatoueurs et on travaillait ensemble comme ça. C'était super chouette parce que c'est plein de rencontres, tu vois, des façons de bosser différentes, des façons d'aborder le métier aussi de façon tout à fait différente. Donc ça a été hyper porteur. Puis, comme je te le disais, j'ai toujours peint dans la rue. Donc, à chaque fois que j'ai bougé, j'ai toujours trouvé l'occasion de peindre dans la rue. Ça, c'était aussi une volonté un peu de laisser ma trace à droite à gauche, quoi. Comme un peu un marque-page de ces voyages-là, tu vois, genre un truc que tu laisses comme ça, que tu sèmes à droite à gauche. Et c'est cool parce que ça m'a aussi amené à faire des rencontres pas mal, quoi. Tu peux nous citer quelques endroits qui t'ont resté sur le cœur? Ah ouais. Je vais citer des endroits qui me sont restés un peu sur le cœur et souvent c'est lié à un contexte, en fait, tu vois. Il y a certains voyages, il y a des choses que j'ai fait tout seul et d'autres que j'ai fait avec d'autres gens, des amis à moi qui étaient un peu dans la même dynamique que ça. Et du coup, c'est un peu tout. Je retiens de ces voyages. Ce que je vais retenir de ces voyages, c'est cet instant-là partagé avec ces personnes et ces rencontres différentes. J'avais été à Malmö, en Suède, faire un super guest dans un tattoo shop. Et ça a été une bonne transition pour moi dans mon boulot parce que au nord de l'Europe, comme ça, les gens vivent pas vraiment de la même façon que nous. Et la ville a été hyper inspirante. Et ouais, je sais que ça a été ce moment-là, ces 10 jours passés là-bas, ça a été une bonne transition pour moi dans mon travail. Ça m'a apporté pas mal de choses, mais en fait, je crois que ça m'a apporté pas mal de choses en termes de, voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est personnel. Et du coup, j'ai eu envie de le faire ressentir dans mon travail. Ou en fait, j'ai même pas eu envie, quoi. Ça s'est fait naturellement. Après, j'ai passé des chouettes moments à Barcelone aussi, où justement j'ai pas mal peint dans la rue et rencontré des chouettes gens et tout. Et ça, c'est fort, en fait. C'est fort, quoi, tu vois, de se retrouver à peindre dans un coin, un mec qui passe, qui me dit voilà, c'est cool. Moi aussi, je fais de la peinture, je vais chercher un pot de peinture, 3 bombes et on fait un truc ensemble comme ça, de façon hyper spontanée et tout. Et ça, c'est le genre de truc vraiment cool, quoi. Jam de musique. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, ces rencontres, elles restent après, quoi. Trop bien. Et donc là, ça fait 2 ans que tu es à Mons. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Et établi donc dans un atelier tenu par le comptoir des ressources créatives qui s'appelle Rhizome. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu comme on arrive sur la fin, donc histoire de présenter aussi un peu cette initiative qui, il me semble, assez riche et ouais, c'est super cool. Déjà, on a une chance énorme parce qu'en fait, on nous donne accès à des locaux, des super locaux, pour une somme modique. Puisque l'idée du comptoir des ressources créatives, c'était de mettre en place des ateliers partagés pour des artistes de la région, donc du centre-ville de Mons. Et donc, ça a été suivi par la commune de Mons, eux, dans la volonté de redynamiser le quartier d'accès à la gare, la rue des Capucins. Donc, on se retrouve avec 9 artistes
que je connaissais pas ou voire quasiment pas avant. Et du coup, c'est chouette parce que, en fait, comme je te disais tout à l'heure, dans les voyages, ce qui était intéressant, c'est la dynamique de rencontre et de partage autour de son travail. Là, au final, ça, je le vis au quotidien en étant en bossant dans un atelier partagé comme ça. Donc, on a tous des pratiques différentes et on a tous des choses à s'apporter les uns les autres. Donc, et des visions différentes. Donc, c'est super chouette. Après, au niveau de la ville, ce qu'ils ont fait, c'était pouvoir donner des locaux pour eux, un peu redynamiser le quartier en apportant un côté créatif comme ça à un quartier qui n'en avait pas. Donc on peut saluer l'initiative, on peut aussi s'inviter à se poser des questions de quelle est leur volonté profonde d'amener des artistes dans un quartier un peu plus défavorisé comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit phénomène de gentrification, de vouloir un peu cacher la misère en mettant des belles choses. C'est le seul point que je voudrais souligner. Mais sinon, je passe un grand salut à tous mes potes du réseau parce que c'est une super équipe et c'est trop cool, quoi. Ouais. Et tu me parlais du fait qu'il y avait un vernissage aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a Loredana, qui est une artiste peintre, qui fait uniquement de la peinture. Elle commence son expo aujourd'hui. C'est à la Co-Guest House. Je sais pas exactement où c'est. Je crois que c'est quelque part sur le boulevard. Donc voilà, le vernissage est de 14h à 20h. N'hésitez pas à y aller si vous êtes tranquille cet après-midi ou que vous faites la fête en ville. C'est pas bien loin, je crois. Rendez-vous au Co-Guest House, alors. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le CRC? Du coup, peut-être d'autres projets qui sont en train d'arriver ou d'autres choses à saluer dans ce qu'ils font? Des trucs à teaser. Ah oui, ou alors, est-ce que toi aussi, tu as des side projects ou des choses à montrer? J'en ai... je bosse sur des projets, mais c'est un peu en sous-marin pour l'instant parce qu'il y a une expo qui se prépare. Mais je vais pas trop teaser parce qu'il y a encore des choses qui sont pas encore fixées et tout, donc je vais pas trop teaser, mais il y a des choses, je prépare des choses nouvelles et je crois que ça va être cool. En tout cas, moi j'ai l'impression de faire un truc cool en ce moment. Trop bien, trop bien. Bah, écoute Paul, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention, c'était super. On va tout de suite se retrouver avec un peu de musique.